Bonjour à tous et à toutes. Nous allons aujourd'hui suivre une deuxième conférence de Carême pour 2021. Et à chaque fois, je vais essayer, à chaque conférence, j'essaie de présenter un texte ou une encyclique ou une exhortation apostolique du pape François. Et aujourd'hui, c'est l'encyclique Laudato Si. C'est les premiers mots en italien du Cantique du Soleil de François d'Assise, Laudato sia mi Signore. Et donc, c'est resté. Alors, il y a 6 apostrophes, parce que c'est le A du verbe que soit, le A qui est élidé. Donc, Laudato Si, que soit loué Dieu, mon Seigneur. Alors, j'espère vous faire partager mon enthousiasme pour ce texte qui est vraiment extraordinaire. Donc cette encyclique, elle a été publiée le 24 mai 2015, jour de Pentecôte, 2 ans après l'élection du pape François au pontificat. Et c'est un texte à portée planétaire. Autrement dit, il a reçu l'approbation de très larges cercles, même en dehors de l'Église. Pourquoi ? Parce que c'est une parole forte et puis équilibrée en même temps. Quelle chance nous avons d'avoir un pape qui tient une telle parole. Et surtout, il parle pour tous et il parle de l'ensemble des problèmes de fond aujourd'hui pour notre humanité. Le sous-titre de cette encyclique, c'est « Pour la sauvegarde de notre maison commune ». Alors, ça a porté fort parce que c'est une parole crédible qui dit l'urgence des questions et puis qui tient ensemble ce qui d'ordinaire est séparé. Par exemple, écologie et économie. Alors, vous allez me dire, mais une encyclique, oui, une encyclique, c'est pas forcément un texte uniquement de piété. Une encyclique, on en a eu déjà pas mal des papes qui forment une bonne part de l'enseignement social de l'Église. Et là, ça prend tellement de hauteur que c'est vraiment toute notre société, toute notre planète qui est concernée par ça. Mais vous voyez, au lieu de faire une sorte de piété hors sol qui se passe entre ciel et terre, en fait, ça repart des problèmes concrets, vraiment que tout le monde se pose. Et à partir de là, on voit les ressources qu'il y a dans la foi chrétienne pour faire face à ces problèmes, mais en invitant aussi ceux qui ne partagent pas la foi à agir pour tout ce qui est en leur pouvoir. Et alors sans oublier de rendre grâce, sois loué Seigneur pour cette création. Avant de commenter les contenus, je vais simplement dire qu'il y a une nouveauté au niveau de la méthodologie, de la méthode. C'est une encyclique où le pape cite, alors il cite les évêques, des évêques américains, des évêques brésiliens, des évêques de Nouvelle-Zélande, des évêques australiens. Donc c'est pas simplement une parole issue du sommet, mais il tient à associer les évêques du monde qui parlent eux aussi dans leur région de ces problèmes-là et qui disent des paroles notables qui valent pour tout le monde. Mais c'est vraiment une nouveauté, on n'avait pas l'habitude. D'habitude, on cite les pères de l'Église, de tout le début de l'Église, on cite des grands théologiens médiévaux ou classiques, et là, on prend comme parole qui vient conforter le discours du pape, les paroles des évêques des différents continents. Voilà. Alors, je parle un petit peu de l'introduction, puis après, c'est pas très long, hein, il y a 6 chapitres. Enfin, c'est pas très long. Je vous présente, vous trouvez, si vous voulez pas aller le chercher gratuitement sur le net, ça a été publié à un consortium d'éditeurs catholiques. C'est un peu plus épais que l'encyclique dont on a parlé la dernière fois, Lumen Fidei, mais ça se lit très facilement parce que nous savons déjà de quoi il s'agit
et ça nous concerne de très près. Alors, l'introduction, rien de ce monde nous est indifférent, c'est une bonne manière de démarrer, c'est-à-dire s'occuper, il faut s'occuper de la terre, qui est notre maison commune. Et il dit, c'est très important de développer cette conscience commune d'habiter la terre comme une maison, et non pas de prendre la terre comme simplement le terrain vague sur lequel on peut se balader. Je pense que autrefois, le monde paraissait si grand, si immense, bon, on se promène dessus. Et là, maintenant, on a pris conscience que c'est notre maison à habiter, une maison commune. Je me souviens d'une parole très belle de Michel Serres, un philosophe contemporain, Michel Serres. Il dit la plus belle photo du XXe siècle, quand il parlait du XXe siècle, c'est la Terre vue de la Lune. La planète bleue, là, sur fond noir de l'espace infini. Il dit maintenant, on a conscience d'être embarqué sur le même bateau. Michel Serres, avant d'être académicien philosophe, il a aussi navigué et il savait ce que c'est que d'être embarqué sur la même chose. Et il dit là, ça y est, on a vu la Terre comme un seul ensemble où nous sommes tous, et c'est une prise de conscience extraordinaire. Alors, cette question-là, de prendre soin de la maison commune, les papes s'en sont occupés depuis Jean XXIII jusqu'à Benoît XVI, et même là, le pape François cite le patriarche Bartholomée. Le patriarche Bartholomée, c'est l'archevêque, le primat des églises orthodoxes. Toujours dans la mémoire de l'Église, c'est Pierre et André. Pierre et son frère André. Et ou, comme disait Jean-Paul II, les deux poumons de l'Église, chrétiens d'Orient, chrétiens d'Occident. Et le patriarche Bartholomée est très passionné d'écologie et il a écrit des choses aussi très très fortes. Alors, l'encyclique, c'est un salut, un encouragement à tous ceux qui travaillent à la sauvegarde de la maison commune, et c'est surtout un appel au dialogue sur les problèmes qui nous préoccupent. Vous verrez le dernier chapitre, le mot dialogue revient tout le temps. Parce que qu'est-ce que peut faire l'Église? Elle n'est pas une instance politique universelle, elle n'est pas... mais elle peut inviter à prendre en considération les problèmes dans leur grande largeur et à rentrer tous en dialogue, à en parler sur ce que nous pouvons et devons faire ensemble. Alors, chaque chapitre, j'allais dire, de cette encyclique, il a sa méthode, mais on va retrouver des thèmes qui sont des thèmes transversaux qu'on retrouve partout. Alors, il les énonce, je le répète. Donc, par exemple, l'intime relation entre les pauvres et la fragilité de la planète. La conviction que tout est lié dans le monde. Ça, c'est une des forces de l'encyclique. Par exemple, nous, on se débat écologie, économie. Alors, il faut choisir entre l'écologie et l'économie. On ne sait pas comment faire. Le pape, lui, dit tout est lié. Donc, il faut tout prendre en même temps, puis après, regarder quelle cohérence on peut avoir. Troisième thème transversal, la critique d'un nouveau modèle, d'un nouveau paradigme, comme il dit, et des formes de pouvoir qui dérivent de la technologie. La réflexion qu'il va faire là sur la technologie me paraît très très forte. Il y a un thème transversal aussi, c'est l'invitation à chercher d'autres façons de comprendre l'économie et le progrès. On va en reparler. La valeur propre de chaque créature, la nécessité de débats sincères et honnêtes. Ça, c'est très important, c'est-à-dire ceux qui sont en train de débattre de ces questions-là, il faut qu'ils se questionnent sur leur propre intérêt dans ce qu'ils disent.
la grave responsabilité de la politique internationale et locale. C'est un texte qui parle à tout le monde, mais qui parle aussi très fort aux responsables. Un thème encore qui apparaît, c'est ce qu'il appelle pardon, la culture du déchet et la proposition d'un nouveau style de vie. Voilà, ça fait beaucoup de thèmes qu'on va retrouver au fur et à mesure. Alors, chapitre 1, il y en a que 6. Chapitre 1, il dit ce qui se passe dans notre maison. Il faut regarder ce qui se passe. Après, on va voir comment l'Évangile peut nous inspirer, mais non sans la réflexion de tout le monde, pour changer les choses. Alors, il dit, la première des choses, j'ai bien aimé parce que c'est un mot espagnol, il parle de la rapidación. La rapidación, il y a le mot rapide dedans, c'est deux choses à la fois. C'est l'accélération des changements de l'humanité. Moi, quand j'ai réfléchi, j'ai connu une dame, quand j'étais plus jeune, donc elle est décédée maintenant, mais elle a 20 ans, elle gardait les moutons sur le causse du Larzac, les toilettes, fallait aller dehors, on faisait la traite des vaches à la lumière d'une lampe à pétrole, enfin voilà, le Larzac des années 1920. Et puis, à la fin de sa vie, quand je l'ai connue, elle prenait le TGV ou l'avion pour aller voir sa petite fille à Bruxelles. Donc, dans une même vie, qu'est-ce qu'elle a connu comme évolution et changement? Et elle a connu tout ça à toute vitesse. Donc nous aussi d'ailleurs. Mais ça m'avait frappé les gamins qui roulaient avec les patins à roulettes, dont les roulettes sont sur une même ligne, se souvenaient pas de l'année où ils avaient laissé leurs patins à roulettes, où les 4 roues sont mises comme les 4 roues d'une voiture. Ils ne s'en souvenaient pas parce que ça, une chose pousse l'autre. Je ne saurais même plus dire, moi, quand est-ce que je me suis mis à Internet. C'est plus. Mais c'est devenu maintenant naturel. Et pourtant, quand je regarde, chacun de mes premiers livres, je les ai écrits à la main, même les plus gros, et en corrigeant sans cesse. Donc on est passé dans un autre monde très 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 vite. Et c'est déstabilisant. Alors, j'ai aimé aussi, dans cette introduction, il dit « après un temps de confiance irrationnelle dans le progrès ». Vous savez, le progrès, c'est un thème des Lumières, de la rationalité triomphante. Tout le reste, c'est obscurité, là, ce que vous dit la religion. Mais maintenant, avec la raison, et donc la technique et la science, on va enfin arriver au bonheur. Bon. Mais c'est un acte de confiance irrationnel dans la raison technique. Parce qu'après, il faut savoir se servir de cette technologie. Comme disait autrefois le proverbe, « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Alors lui, il dit, après un temps de confiance irrationnelle dans le progrès, on a une plus grande prise de conscience. Alors maintenant, quand il décrit, qu'est-ce qu'il dit? C'est des choses très, très concrètes, on en entend parler tous les jours dans les médias, sauf que lui, il essaie d'aller jusqu'au fond des choses. Donc il parle de la pollution et du changement climatique. C'est vrai que les plus âgés parmi nous voient bien la différence dans l'atmosphère et dans l'aspect des champs, la pollution, les choses qu'on jette. Alors, moi, je suis toujours scandalisé de voir les reportages télévisés où il y a des déchets de plastique dans la mer qui polluent tout. C'est incroyable. Donc, pollution, changement climatique, alors que le climat, c'est un bien commun. C'est à nous tous de veiller sur ce sur quoi on peut veiller dans le climat. Pollution et changement climatique. Deuxième chose, il aborde la question de l'eau. Je m'étais aperçu une fois en voyageant, je me souviens, entre la Turquie et la Syrie, il y a l'Oronte, il y a un fleuve là, qui passe de la Turquie à la Syrie, qui descend. Je me suis dit que
de fait, la question de la rareté de l'eau est une question essentielle pour l'avenir. À un moment donné, il va dire aussi, il y a des situations qui portent en germe des problèmes de guerre. En me baladant aussi au Moyen-Orient, pas en me baladant, mais en voyageant pour le dialogue interreligieux, quand vous regardez la question du plateau du Golan entre Israël et la Syrie, mais c'est la région qu'on appelle celle de la tribu de Dan, qui est le réservoir qui permet à tout le pays environnant de ne pas être desséché complètement. Donc la question de l'eau est un enjeu essentiel. Donc pollution, changement, question de l'eau. La perte de la biodiversité. Il dit même ce qui n'est pas très visible, en fait, il faut en prendre soin de très près. Par exemple aussi avec les écosystèmes, alors l'Amazonie, alors ce papier, il nous a fait un synode sur l'Amazonie. Qui aurait pu penser à ça? Mais il parle aussi du bassin du Congo, il parle des forêts tropicales et des poumons de la planète. Alors il parle aussi des glaciers, des mers, bon ben voilà, perte de la biodiversité. Après, il dit détérioration de la qualité de la vie humaine et dégradation de la vie sociale. Je lis, c'est au paragraphe 46. Parmi les composantes sociales du changement global figurent les effets de certaines innovations théologiques sur le travail, l'exclusion sociale, l'inégalité dans la disponibilité et la consommation d'énergie et d'autres services, la fragmentation sociale, l'augmentation de la violence, l'émergence de nouvelles formes d'agressivité sociale. On a encore vu ça récemment dans les actualités. Le narcotrafic et la consommation croissante de drogue chez les plus jeunes, la perte d'identité, etc. Il dit que ce sont des signes parmi d'autres qui montrent que la croissance de ces 2 derniers siècles, qui est fulgurante, qui est incroyable, n'a pas signifié sous tous ses aspects un vrai progrès intégral ni une amélioration de la qualité de vie. Certains de ces signes sont en même temps des symptômes d'une vraie dégradation sociale, d'une rupture silencieuse des liens d'intégration et de communion sociale. Voilà. Alors, après, il dit à quoi s'ajoutent les moyens de communication sociale, avec quelques mots là encore très, très suggestifs. La vraie sagesse, c'est au paragraphe 47. La vraie sagesse, fruit de la réflexion, du dialogue et de la rencontre généreuse entre les personnes, ne s'obtient pas par une pure accumulation de données qui finissent par saturer et obnubiler comme une espèce de pollution mentale. Ça, vous savez, on l'observe tous les jours. À la télévision, dès qu'on nous parle de quelque chose, aussitôt on donne des chiffres économiques. Mais attendez, il y a les relations entre les personnes, il y a toutes les conséquences humaines, il y a... c'est pas que des données quantitatives. Alors, en même temps, les relations réelles avec les autres tendent à être substituées, avec tous les défis que cela implique, par un type de communication transitant par Internet. Ça permet de sélectionner ou d'éliminer les relations selon notre libre arbitre, et il naît ainsi un nouveau type d'émotions artificielles qui ont plus à voir avec des dispositifs et des écrans qu'avec les personnes et la nature. Ça aussi pointe un vrai paradoxe. On dit on peut communiquer. Ah, attendez. Si tu peux zapper celui avec qui tu communiques pas vraiment. Communiquer, il faut que l'autre puisse te répondre. Et l'information n'est pas la communication. S'échanger des informations, c'est pas communiquer. La communication, on est impliqué dans ce qu'on est en train de dire et on échange. Mais si je peux zapper l'autre, oui, il y a un nombre étonnant. Je peux aller parler à Québec, à Tokyo ou dans mon village. Mais est-ce que je communique vraiment si je peux zapper l'autre? La condition de la communication,
c'est pas le simple lien établi. Cependant, dit-il justement, il nous empêche aussi parfois d'entrer en contact direct avec la détresse, l'inquiétude, la joie de l'autre, avec la complexité de son expérience personnelle. Et pourquoi nous ne devrions pas nous étonner qu'avec l'offre écrasante de ces produits se développe une profonde et mélancolique insatisfaction dans les relations interpersonnelles ou un isolement dommageable. Bon, après les moyens de communication sociale, il parle aussi de l'inégalité planétaire. Pas simplement entre les personnes, mais dans des pays entiers. Moi aussi, là, en voyageant pour le dialogue interreligieux et d'autres choses, par exemple en Haïti, auquel je suis attaché, jamais, même en Inde, je n'ai vu une telle misère en Haïti. L'inégalité planétaire, ça veut dire qu'il y a des centaines de milliers, des millions de personnes qui n'ont pas accès à ce que les plus riches possèdent, y compris comme moyen de communication sociale, etc. Donc il parle aussi, alors ça m'a frappé, de la dette écologique. Il dit qu'il y a une dette extérieure des pays. Les pays pauvres ont emprunté pour s'équiper, etc. Bon. Mais il y a une dette écologique, et alors il part en guerre contre ce qu'il appelle les crédits, ce qu'on a appelé les crédits l'exemple, c'est un pays pauvre vend la capacité de pollution qu'il n'a pas. Tous les pays ont droit. Dans les conventions internationales, on a dit vous polluez beaucoup, vous serez taxé. Et si vous ne polluez pas beaucoup, vous n'êtes pas taxé. Et les pays pauvres vendent le supposé droit de polluer à des pays riches qui rachètent et qui, comme ça, peuvent polluer par rapport aux règlements internationaux, évidemment. Et il dit, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. On exploite des pays pauvres qui ne polluent pas et on s'autorise à polluer en allant chercher chez eux des crédits qui ne tiennent pas la route, enfin qu'il ne faut pas faire ça. Alors après, il parle enfin de la faiblesse des réactions par rapport à tout ça. C'est-à-dire, et là il a raison, il y a une faiblesse du politique par rapport à l'économique. Quand on a réfléchi à la démocratie, à la politique, depuis le XVIIIe, XIXe siècle, on avait pensé à tous les pouvoirs, l'exécutif, le judiciaire, etc. Bon, Montesquieu réfléchit là-dessus. Mais on n'a jamais réfléchi à deux pouvoirs très très importants qui n'ont pas de contre-pouvoir, c'est ça le problème, à savoir le pouvoir économique et le pouvoir médiatique. Les États nationaux aujourd'hui ont quasiment pas de pouvoir par rapport aux grandes multinationales. S'ils protestent, ils vont aller ailleurs. Et puis on va perdre l'enrichissement, le travail, etc. Donc vous savez, c'est les GAFA, là, Google, etc. Les États nationaux essaient de faire, mais le politique n'a pas barre, ne peut pas aider à réfléchir suffisamment ceux qui ont les pouvoirs économiques et qui sont guidés par le profit. Voilà. Donc, autour de tout ça, il y a une diversité d'opinions, on n'arrête pas d'en parler, mais et l'Église, elle n'a pas de raison de proposer une parole définitive. C'est entre nos mains, aux mains de notre liberté qui réfléchit. Mais elle peut écouter et promouvoir un débat honnête. Et quand on est comme ça devant un certain nombre de points de rupture où il y a vraiment des dangers pour la planète tout entière, alors il convient d'éveiller les consciences et de favoriser le dialogue. Donc c'est ça qu'il veut faire. Voilà. Alors, chapitre 2, je vais être plus bref parce qu'on connaît bien, mais
Alors il repart de la foi, il dit j'écris pour tout le monde, et cette lettre elle est envoyée pas seulement aux chrétiens, mais elle est adressée à tous. J'écris pour tout le monde, mais je ne ferais pas dans mon rôle si je ne rappelais pas l'inspiration de l'Évangile et la lumière de la foi. Alors c'est comme ça qu'il commence. Ce chapitre 2 dit, voilà, voilà ce qui se passe dans la maison et il y a urgence. Deuxièmement, que dit la foi? Qu'est-ce qu'elle nous permet de voir? Alors il commence évidemment par la parole de Dieu, la sagesse des récits bibliques. J'ai pointé juste quelques points, parce que quand on commence à parler de la Bible, on peut parler longtemps tellement c'est riche, tellement il y a des choses. Mais il y a une chose qui m'a frappé, une première chose qui m'a frappé. Il dit l'existence humaine repose sur 3 relations fondamentales. Dieu, le prochain, la terre. Ah, ça on a oublié. Le troisième, on l'a oublié. Si je regarde, parce que je connais un petit peu l'histoire de la théologie, on voit les théologiens, les spirituels s'occupent du rapport entre Dieu et l'homme, c'est-à-dire le rapport que chaque homme entretient avec Dieu et avec le prochain. Mais la terre, on n'en parle pas. Ça allait tout seul. On était dans une nature supposée immuable, l'action de l'homme n'y touchait pas gravement, donc ce n'était pas un problème. Sauf que maintenant qu'on a un pouvoir incroyable sur cette nature, donc on voit que le rapport à la terre fait partie des relations fondamentales, des 3 relations, Dieu, l'autre, le monde, enfin le monde, la terre. Alors, deuxième rappel, mais c'est nous ne sommes pas Dieu. On croit qu'on a des pouvoirs divins, c'est le mythe de Prométhée. Hein. Quand je pense à ceux qui parlent d'un ultra-humanisme, de l'humanité prolongée, qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils vivent 1000 ans? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut continuer à se prendre pour Dieu. Mais pour vivre quoi? Avec qui? Et puis, pas seul, j'espère. Donc, nous ne sommes pas Dieu. La terre nous précède et nous est donnée. Et donc, il y a tant de cultures et de peuples qui, dans le monde, ont les pieds sur le sol, savent ce que c'est que la terre. En Afrique, en Asie, en Amérique latine, ils se battent avec la terre. Mais les pays riches occidentaux, tout d'un coup, elle est devenue simplement l'endroit où on passe, ou bien un objet à faire produire, à manipuler. En tout cas, nous ne sommes pas Dieu, la terre nous précède, nous a été donnée. Du coup, derrière, ça veut dire quand même que l'homme, avec son intelligence, doit respecter les lois de la nature. Et puis, dit-il, les fragiles équilibres, les délicats équilibres qui existent entre les êtres de ce monde. Après, dans les textes bibliques, il passe aussi par Caïn et Abel. Vous savez, ce récit dans la Genèse, les premiers enfants, Caïn tue Abel. Alors, quand les biblistes regardent un peu plus près l'histoire des textes, et on y voit même une chose très très archaïque, très très ancienne, depuis les hommes de toujours, c'est-à-dire la lutte entre les nomades et les cultivateurs. Et on a vécu ça, mais en Europe, on a vécu ça il y a presque 2 millénaires. Quand il y a toutes les invasions, ce sont des gens des steppes qui sont des nomades et qui envahissent toute l'Europe de l'Ouest, qui est faite d'agriculteurs. Et partout ailleurs, je pense par exemple en Mauritanie ou aujourd'hui encore, on voit les nomades et puis ceux qui cultivent. Alors, ce récit de Caïn et Abel, il y a une vieille mémoire de ça. Mais derrière, il y a tout à fait autre chose. C'est-à-dire que le lien, tout est lié, dit le pape. La protection authentique de notre propre vie
comme des relations avec la nature, elle est inséparable de la fraternité, de la justice, de la fidélité aux autres. Ce n'est pas seulement une histoire de cultiver la terre ou d'être nomade. C'est derrière une question de ne pas vivre sur le meurtre. Voilà. Alors, au fond, ensuite, il dit, on est toujours dans l'évangile de la création. Il fait appel évidemment à François d'Assise, au Cantique de la création, et il dit il faut prendre en compte le mystère de l'univers, mais mystère joyeux, mystère au sens positif. Et enfin, ne pas oublier la destination universelle des biens. La destination universelle des biens. La terre est à tous, au fond. Voilà. Donc ça, c'était après le bilan assez négatif, mais il y a urgence, il y a le feu dans la maison. La vision positive qu'on a dans l'écriture et dans la tradition chrétienne et dans la spiritualité chrétienne sur la création, avec la figure évidemment derrière de François d'Assise. Bon, après, chapitre 3, il appelle ça la racine humaine de la crise écologique. Qu'est-ce qui fait que l'être humain s'est mis dans une position pareille actuellement? Et je trouve que il a des analyses très fortes, philosophiquement très fortes aussi. C'est pas des mots en l'air, on voit très bien que ce texte, il a été réfléchi de toutes les manières, de très longtemps. Il y avait aussi d'ailleurs des équipes qui travaillaient pour le pape un an ou deux avant et qui ont remis des dossiers, des réflexions et tout ça. On voit que le travail a été fait à fond et c'est pour ça aussi que cette encyclique, elle a marqué. Alors, il va dire 3 choses, pas plus. Mais il va développer, je vais vous en lire un peu. Il dit d'abord, il faut que nous réfléchissions à nouveau frais sur la technologie, ou comme il dit, sur la technoscience. La technologie, c'est quand même le produit d'une extraordinaire créativité de l'intelligence humaine. Mais en même temps, il faut réfléchir au pouvoir que cela donne. C'est pas vrai hein, qu'on cherche à savoir pour savoir, pas du tout. Savoir, c'est pouvoir. Et en même temps, on voit les progrès incroyables qu'apporte cette technologie. Moi, je vois là, après une opération de la cataracte, mais il y a 30 ans, 50 ans, on n'aurait pas... La chirurgie aujourd'hui fait des choses extraordinaires. Autrement dit, la technoscience ou la technologie, c'est un pouvoir, et un pouvoir qui est bon. Mais évidemment, il faut que ça soit bien orienté. Il faut que ça soit bien orienté. Parce qu'après, alors je cite, mais nous ne pouvons pas ignorer que l'énergie nucléaire, la biotechnologie, par exemple toucher aux gènes. Est-ce qu'on a le droit de toucher au génome humain pour guérir des maladies héréditaires si on ne sait pas ce qu'on risque de faire? On n'a pas le recul nécessaire pour savoir. Est-ce qu'on a le droit de toucher au génome humain? Mais la biologie va très loin aujourd'hui. La génétique a fait des progrès fulgurants. Donc l'énergie nucléaire, la biotechnologie, l'informatique, la connaissance de notre propre ADN et d'autres capacités que nous avons acquises nous donnent un terrible pouvoir. Mieux, elles donnent à ceux qui ont la connaissance et surtout le pouvoir économique d'en faire usage, une emprise impressionnante sur l'ensemble de l'humanité et sur le monde entier. On voit bien, hein, même les émirs du Golfe qui sont richissimes, quand il s'agit de se faire opérer, ils viennent en Europe. Parce que l'argent, ça donne rien si c'est pas... Par contre,
la connaissance technologique. Je veux dire, l'argent ne leur donne pas de se guérir eux-mêmes. Ils ne peuvent pas se faire des emplâtres avec de l'argent. Mais par contre, ça donne une emprise, surtout avec le pouvoir économique. Jamais l'humanité n'a eu autant de pouvoir sur elle-même, mais rien ne garantit qu'elle s'en servira toujours bien. Surtout si on considère la manière qu'elle a, enfin la manière dont elle est en train de l'utiliser. Voilà. L'immense progrès technologique n'a pas été accompagné d'un développement de l'être humain en responsabilité, en valeur, en conscience. Chaque époque tend à développer peu d'autoconscience de ses propres limites. On est débordé par c'est comme l'apprenti sorcier, si vous voulez. C'est un mythe très ancien, hein. A même été jusqu'à faire un dessin animé chez Walt Disney. C'est vous dire si le mythe est... Mais on déclenche quelque chose, mais après on ne sait plus l'arrêter. On ne sait pas comment faire. Alors lui, il ne parle pas de ce mythe de l'apprenti sorcier, c'est moi qui rajoute ça, mais on voit bien. Alors, deuxième chose, il dit donc la technologie, mais après, la globalisation d'un modèle qui est un modèle technocratique. La technocratie. C'est-à-dire il y a une technique qui réfléchit, puis c'est au fond toutes les sciences de l'organisation, mais qui sont pensées à partir de la technique. Alors il dit ça, c'est un modèle homogène et unidimensionnel. La technique a tendance à tout englober, et ça s'étend aussi sur l'économie et le politique. On voit hein, en ce moment la marge du politique, elle n'est pas énorme dans notre pandémie. Et puis l'économie, ben, on est obligé de renflouer parce que sinon elle ne tiendrait pas du tout. Par contre, ce qui est dominant, c'est les chiffres, la technologie. Ah, on peut faire ça, on ne peut pas faire ça. Et on voit très bien que notre survie en dépend. Mais alors du coup, il faut regarder si tout se traite comme ça. Hein, cependant, il est possible d'élargir de nouveau le regard et la liberté humaine est quand même capable de limiter la technique, de l'orienter, comme de la mettre au service d'un autre type de progrès, plus simple, plus humain, plus social, plus intégral. On voit, si on veut tout régler uniquement avec un modèle technocratique, alors c'est le règne d'une bureaucratie, mais qui ne peut plus même voir les facteurs humains, les enjeux décisifs, etc. Donc ça, je pense que c'est une réflexion qui va très loin, et en tout cas qui est d'observation courante dans ce que nous vivons. Enfin, troisième point qu'il dit, c'est il y a un rêve, enfin l'ethnocentrisme, on met l'homme au milieu, alors que normalement il est dans le cadre de la nature. Un rêve prométhéen de domination sur le monde, c'est souvent transmis, qui a donné l'impression que la sauvegarde de la nature, c'est pour les gens faibles. La façon correcte d'interpréter le concept d'être humain comme seigneur de l'univers est plutôt celle de le considérer comme administrateur responsable. Donc il dit après, on a une sorte de relativisme pratique, c'est-à-dire on met au centre des intérêts qui sont des intérêts de circonstance. On ne passe pas sur le long terme, on ne passe pas large, on navigue d'un intérêt à l'autre en fonction des circonstances, mais sans vraiment faire attention. La remarque que sur la manière d'être le seigneur de la terre, qui consiste en fait en être l'administrateur, c'est pas à toi, ça t'est confié. Je pense souvent à la question du corps. La terre, c'est notre propre corps. Ça, c'est moi qui ajoute ça au pape. Hein. Mais donc on ne domine pas, on épouse la terre. C'est notre propre corps. Donc tout ce que dès qu'on y touche, c'est toucher à ce qui fait notre vie, nos bases, nos fondements. Bon,
Donc, le troisième chapitre, ça dit, ben, écoutez, il y a un problème dans l'être humain actuellement et dans la manière de vivre ensemble et de s'organiser. La technologie donne un immense pouvoir, mais à quoi ça va servir? Ça peut faire le pire, comme ça peut donner le meilleur. Des armements ou des traitements, qu'est-ce que vous choisissez de faire avec votre technologie? Mais il faut choisir. Et puis, il y a quand même un modèle technocratique qui risque d'écraser les cultures, les personnes, etc. Alors c'est pour ça qu'après, chapitre 4, là on est arrivé au centre, il prône une écologie intégrale. Alors une écologie intégrale, je me suis demandé souvent ce que ça voulait dire. Bon, une écologie intégrale, ça veut dire, attendez, c'est pas une écologie séparée qui s'occupe que de la nature et qui serait séparée de l'économie, qui serait séparée de tout le reste, de nos modes de vie. C'est une écologie de tout, c'est-à-dire elle est environnementale, elle est économique et elle est sociale aussi. C'est une manière d'être globale dans un monde qui est globalisé et où toutes ces capacités circulent, mais elles ont à être articulées entre elles. Donc considérer la relation entre la nature et la société qui l'habite. La nature n'est pas seulement un cadre de vie, comme je disais tout à l'heure pour le corps, nous sommes enchevêtrés dans la nature, nous sommes inclus en elle. Donc il faut considérer aussi une écologie économique et une écologie sociale. Parce que si tout est lié, l'état des institutions d'une société a aussi des conséquences sur l'environnement. Moi, je vous donnerai volontiers deux exemples contemporains. C'est-à-dire au Brésil, on voit bien, hein, l'état des institutions brésiliennes avec le président actuel est en train de saccager l'Amazonie avec des choses qui seront sans retour. L'autre exemple que je donnerai, donc l'état des institutions joue. L'autre exemple que je donnerai, c'est Haïti. Actuellement, il n'y a pas vraiment une gouvernance. Ce pays a toujours eu du mal à s'en sortir, alors qu'à côté, Santo Domingo, la République de Saint-Domingue, a une autre langue, un autre mode de vie. Alors, c'est la même île coupée en deux. Mais ce peuple haïtien, c'est pas la même langue, c'est l'espagnol en Saint-Domingue et le français en Haïti. Ils s'en sortent pas, ils n'y arrivent pas. Pourquoi il n'y a pas de gouvernance? Alors, c'est la loi de la jungle. Les gros mangent les petits. C'est la liberté du renard dans le poulailler. Et du coup, la pauvreté qu'il y a abîme le pays tout entier, mais sa nature aussi. Sa nature aussi. Voilà. Alors, il dit aussi, il faut se soucier, écologie intégrale, d'une écologie culturelle. Parce que la disparition d'une culture, c'est peut-être aussi, et sans doute aussi important ou plus important que la disparition d'une espèce animale ou végétale. Pour ça, il a toujours défendu les peuples autochtones de l'Amazonie. S'ils disparaissent, ils ont un savoir millénaire d'adaptation au milieu qui est le leur. Et s'ils disparaissent, il va manquer quelque chose. Enfin, dit-il, il y a l'écologie de la vie quotidienne. Par exemple, il faut s'occuper de l'espace. Par exemple, c'est très important dans l'urbanisme. Le soin des lieux publics, du cadre visuel, des transports, la reconnaissance de la dignité particulière de l'être humain contraste bien des fois avec la vie chaotique que les personnes doivent mener dans nos villes. Donc c'est l'écologie du quotidien, c'est-à-dire tout le milieu dans lequel nous vivons au jour le jour, il faut en prendre soin aussi. Et après, il rappelle deux choses essentielles pour clore ce chapitre. Le souci du bien commun. Nous sommes tellement égoïstes et individualistes que nous oublions sans cesse
le souci du bien commun. Et l'autre chose, il parle aussi de la justice entre les générations, c'est-à-dire il faut penser aux générations futures. Principe du bien commun, je lis. Le bien commun présuppose le respect de la personne humaine comme telle, avec des droits fondamentaux et inaliénables, ordonnés à leur développement intégral. Donc le bien commun exige aussi le bien-être social et le développement des divers groupes intermédiaires selon le principe de subsidiarité. Il faut que le bien commun, ce n'est pas quelque chose d'indifférencié, il faut que chaque niveau trouve son bien. Alors la famille, etc. Bon. Toute la société, et en elle d'une manière spéciale l'État, a l'obligation de défendre et de promouvoir le bien commun. Ça devrait être le premier réflexe quand on prend une décision. À quel niveau on la prend et est-ce qu'on blesse le bien commun ou pas? Ou bien est-ce que, d'une manière bien ciblée sur les biens à chercher, qui sont des biens personnels, locaux, etc., mais est-ce qu'on a derrière, en arrière-plan, le souci du bien commun? Et alors, c'est assez bien lié aussi avec la deuxième orientation qui donne attention à la justice entre les générations. On ne pense pas aux générations futures. On ne pense pas. Voilà. Ça m'avait, dans le dialogue interreligieux, ça m'avait amusé. Il faut que ce soit les religions qui sont des religions à ancêtres, ou bien où les ancêtres sont très importants, par exemple en Afrique, mais aussi en Asie. Il faut que ce soit elles qui nous rappellent qu'on a des enfants et qu'il faut se soucier pas simplement des ancêtres, mais des personnes à venir. Très important d'être un bon ancêtre pour tous ceux qui vont arriver. Mais il faut que ce soit les autres qui nous rappellent ce qui fait pourtant partie du bien commun. Et on n'est pas habitué à ça. Plus loin, il va parler aussi de la culture du déchet, c'est un peu pareil. C'est-à-dire on a pensé la production, la consommation, puis après, rien, puisqu'il n'y a pas de profit. Alors le déchet, on s'en occupe pas, mais ça va toucher l'avenir. Je reviens à mon exemple du plastique dans la mer. Oui, je consomme, puis après je jette. Oui, mais ça devient quoi après? Donc on ne se soucie pas de ce que ça va devenir. Et là, il dit simplement, il faut se soucier du bien commun, mais il faut se soucier aussi des générations futures. Voilà, une écologie intégrale, c'est-à-dire ce qui est fort dans ce texte, c'est qu'il essaie de tenir les choses ensemble au lieu de les prendre séparément. Alors, les deux derniers chapitres, c'est assez rapide, parce que maintenant, il faut s'y mettre, mais il n'y a pas de solution toute faite. Mais quand même, il y a des orientations qu'on peut prendre. Donc le chapitre 5, il dit quelques lignes d'orientation et d'action, mais quand on regarde, on s'aperçoit qu'à chaque fois, ce qui est recommandé, c'est le dialogue. Il faut se parler de tout ça. Donc, le dialogue, alors on voit, le dialogue sur l'environnement dans la politique internationale. Et alors là, il parle du sommet de Rio, de Convention de Bâle, le protocole de Montréal, Convention de Vienne. Je retrouve là le Saint-Siège a une très grande implication à l'international. Ça, c'est une chose à Rome extraordinaire, c'est-à-dire que oui, il faut agir local, mais il faut penser global. Et le Saint-Siège, en particulier par le réseau d'énonciatures, mais pas seulement, est toujours extrêmement présent aux grandes instances internationales. Donc là, il y a un dialogue. Alors le Saint-Siège peut beaucoup, nous, à la mesure qu'est la nôtre, mais comme chrétien, on peut être fier d'avoir une institution qui, elle, fait attention d'être présente là.
Après, il dit évidemment le dialogue en vue de nouvelles politiques nationales et locales. Par exemple, il rappelle, il dit, mais si on fait une sorte d'immédiateté politique, on pense au court terme. Pourquoi on pense au court terme? Pour les élections, pas seulement. C'est parce que dans l'économie, c'est le profit à court terme qui va être dominant. Et c'est quelque chose de fort. On voit bien, un homme d'État, c'est pas un homme qui pense à 4 ans ou à 2 ans pour sa réélection. C'est un homme qui pense au moins une génération d'avance. Tout ce qu'il va mettre en route, qu'est-ce que ça va faire dans 30 ans? Et si possible, plus loin encore. Surtout quand les États sont obligés de parler entre eux, comme l'Europe qui est en train de se défaire, de se refaire. Bon. Donc c'est l'immédiat, c'est quelque chose qui finalement demande à être réfléchi et il faut s'en parler. Après, il va dire le dialogue encore, et la transparence dans les processus de décision. Ah, bon, on va parler des pesticides. Ben, il a raison. Attendez, il ne suffit pas d'avoir un prétendu raisonnement scientifique, de multiplier les enquêtes, mais qu'est-ce qu'on pousse en avant, c'est-à-dire quel intérêt économique on a derrière. Et il faut que ça soit transparent, mais pour le dire, il ne faut pas le cacher. Il y avait un reportage récemment à la télévision qui montrait ça, qui montrait comment une grande compagnie risquant de devoir dévoiler ses intérêts économiques avait multiplié. Alors ils se sont intelligemment battus avec les armes de l'ennemi. Ils ont multiplié des enquêtes scientifiques et tout ça, mais qui dispersaient l'attention, qui faisaient qu'on s'occupait d'autre chose, et au lieu de s'occuper du vrai problème. Et ce qui manque là-dedans, c'est la transparence. Oui, la transparence, il faut arriver à dire les motifs. Et puis pour un État ou pour un ensemble, c'est très difficile. Alors, il parle aussi de politique et économie en dialogue pour la plénitude humaine. Et il dit, si on veut, il faut convertir le modèle de développement global. Mais le modèle de développement global, on ne peut pas l'établir simplement avec un raisonnement économique. Il faut que le politique s'emmène. Le politique, c'est l'art de vivre ensemble. Ce n'est pas la politique des politiciens partisans. C'est le domaine politique. Et comment on va vivre ensemble avec des institutions fiables dans un contexte juste. Voilà. Il parle encore, dans ce chapitre, des religions dans le dialogue, qui est des dialogues avec les sciences. Mais c'est fort une encyclique qui interpelle les autres religions pour qu'elles aussi, elles fassent leur boulot et qu'elles se mettent à dialoguer avec les scientifiques de leur pays. On voit bien, les sagesses asiatiques sont des hautes spiritualités, mais on voit bien ce qui changerait si tout d'un coup il y avait un dialogue plus important sur les sciences et puis les mécanismes sociaux. Un dialogue entre les sciences elles-mêmes, alors ça aussi ça m'a amusé, mais c'est fort, un dialogue entre les mouvements écologiques eux-mêmes, qui ont des gros débats entre eux idéologiques sans arriver à s'accorder. Donc on voit tout ce chapitre, orientation et action, en fait, déploie une politique du dialogue tous azimuts. Enfin, et ça se termine là, chapitre 6, éducation et spiritualité écologique. Donc il dit, si on veut vraiment changer les modes de vie, c'est un grand défi spirituel et un grand défi éducatif. Et alors, ça ne se fera pas d'un coup, ça va supposer de longs processus de régénération. Et les points essentiels ici, c'est quoi? C'est miser sur un autre style de vie. Je trouve que cette idée commence à s'acclimater. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Il va falloir qu'on vive autrement.
Quand nous sommes, dit-il, quand nous sommes capables de dépasser l'individualisme, un autre style de vie peut réellement se développer et un changement important devient possible dans la société. Et il faut vraiment une conversion écologique, un mode de vie aussi avec sobriété. Mais ça, il y a longtemps qu'on le dit. Quand j'étais étudiant, on parlait de ça déjà, de la société de consommation, la nécessité de la sobriété, etc. Voilà. Et alors, il finit l'encyclique, évidemment, avec un retour à la case départ, c'est-à-dire, ou plutôt ce dont on était parti. Il parle des sacrements, il parle de la Trinité, il parle de la Vierge Marie, il parle de Saint François comme il a commencé, c'est-à-dire on ne manque pas des sacrements aussi, on ne manque pas dans notre sagesse chrétienne, dans notre pratique chrétienne et même dans les fondements de la doctrine, de quoi oser aborder ces problèmes sans peur, mais en allant jusqu'au bout, pas en faisant des demi-mesures. Alors je finis, comme l'autre fois j'ai fini par la prière qui était à la fin de Lumen Fidei, je prie la prière pour notre terre. Il donne 2 prières à la fin de l'encyclique. Je vais prendre celle pour notre terre. Dieu Tout-Puissant, qui est présent dans tout l'univers et dans la plus petite de tes créatures, toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour, pour que nous protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs sans causer de dommages à personne. Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. Guéris nos vies pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres. Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler émerveillés, à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. Merci parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous t'en prions, dans notre lutte pour la justice, l'amour et la paix. Amen. Voilà. La semaine prochaine, je présenterai un autre texte encore du pape, une exhortation apostolique qui s'appelle Amoris Laetitia, la joie de l'amour, et qui concerne la famille. Un texte aussi très intéressant, mais d'un genre différent. En tout cas, bon carême à tous et à toutes.